êtes sur TV Vendée, sur le plateau de la matinale de ce jeudi 23 février. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez pour faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce début de fin de semaine. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons des pigeons. Et oui, les oiseaux que vous avez sûrement déjà croisés en ville. Une cohabitation qui n'est pas toujours simple et sur laquelle les villes doivent justement travailler. Nous allons revenir donc ce matin sur cette enquête nationale qui a fait un petit peu de bruit il y a quelques jours sur les méthodes notamment employées pour réduire le nombre de pigeons dans les espaces urbains. Nous prenons aussi des nouvelles de Martha qui est professeure d'anglais en Ukraine et qui était réfugiée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant 4 mois courant 2022. Avec sa famille, Martha a décidé de repartir à Lviv cet été. Nous avons donc réussi à la joindre pour prendre de ses nouvelles. Un petit tour sur l'île-Dieu également en ce jeudi pour parler prévention routière auprès des seniors insulaires. Un indice de plus évidemment dans le jeu de la matinale pour tenter de décrocher vos places pour un des prochains matchs du Vendée Chaland Basket. C'est l'avant-dernier indice de la semaine d'ailleurs. La découverte d'une savonnerie à quelques pas du Cinéville de La Roche-sur-Yon ou encore un focus sur un podcast proposé par Graffiti Urban Radio. C'est un feuilleton en 6 épisodes qui parle de Somalie et de La Roche-sur-Yon. Ce sera notre chronique presse hebdo. Avant de développer tout ceci, eh bien, je vous propose de regarder la météo du jour. Une météo qui est un petit peu grise, il faut bien l'avouer. Grise et fraîche surtout, puisque c'est un temps plutôt froid en ce jeudi matin. 5 à 6 degrés de moins par rapport à hier. Nous avons comparé les cartes. On verra le détail des températures juste après le JT. Donc, couvrez-vous. Et si vous êtes sur toute la moitié ouest de la Vendée, eh bien, profitez des quelques éclaircies qui sont possibles derrière le soleil voilé. Car cet après-midi, ce sont quelques averses plutôt qui sont au programme et ce pour quasiment tout le monde. Alors, de faibles averses, mais quand même, n'oubliez pas le parapluie. Notamment du côté de Fontenay-le-Comte et ses alentours où le ciel sera un peu plus chargé qu'ailleurs. Le vent s'intensifie également par rapport à hier, 40 km/h en pointe. Et cette météo de jeudi après-midi est un aperçu de ce qui nous attend demain vendredi, sans vouloir spoiler, comme on dit, le programme de demain. On va enchaîner sur les horaires de marée avec nos 4 rendez-vous du jour. Une mer qui sera au plus bas en milieu de journée, justement, quasiment à 13h. Et la prochaine pleine mer, eh bien, c'est en début de soirée, 19h, avec toujours des coefficients assez forts au-dessus de 100. Nous sommes jeudi, nous faisons donc un petit tour dans les stations-service vendéennes comme chaque semaine. Voilà le relevé des stations où les prix sont les plus bas. Résultat en tout cas du relevé publié sur carburant-gouv.fr. On commence avec le gasoil. Du côté de Pouzauges, là vous pouvez compter sur 1,705 €. On est assez précis dans le relevé parce que ça se joue vraiment au 3e chiffre derrière la virgule. On enchaîne avec le 95 E10 et là c'est plutôt à Chaland que vous allez trouver le 95, le moins cher au litre, 1,775 €. Et nous allons enchaîner et terminer avec le GPL qui approche très très significativement de l'euro le litre puisque pour l'instant nous en sommes à 0,952 à Montaigu mais à 0,999 du côté de Fontenay-le-Comte. La carte des marchés, l'ensemble des rendez-vous de ce jeudi qui s'affiche à l'écran, liste évidemment qui risque de ne pas être exhaustive puisque ça évolue très régulièrement. Si vous voyez une petite coquille comme on dit dans le jargon, vous n'hésitez pas à nous appeler. En attendant, on pouvait citer Saint-Philbert-de-Bouenne par exemple juste avant que la carte ne disparaisse. L'éphéméride à présent, c'est l'un Saint-Lazare aujourd'hui. Pas de journée mondiale particulière, donc pas de blague à vous faire. Le soleil se couchera ce soir à 18h42. On passe au journal. Loin de se cantonner au toit de Paris, les pigeons font partie des préoccupations de nombreuses villes, y compris en Vendée. La femelle pigeon produit entre 3 et 6 portées par an à raison de 2 œufs à chaque fois. Vous avez donc peut-être entendu parler ces dernières semaines de cette enquête nationale sur les campagnes de capture et le recours parfois au gazage de ces oiseaux pour en réduire la population. Dans cette étude, 2 villes vendéennes ont été sondées, à savoir La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Les Sables-d'Olonne qui utilisent depuis 2016 un pigeonnier contraceptif en plein cœur de ville. Alexandre Lenaour. Pendant 1 an, l'association de défense des animaux PAZ s'est intéressée aux méthodes utilisées par certaines villes pour limiter leur population de pigeons. Parmi les 141 communes contactées au niveau national, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon, en fait, n'utilise aucune méthode.
Donc, il n'y avait aucun document, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. On considère que c'est positif, hein, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas le fait de les tuer. Et par contre, sur les Sables d'Olonne, en fait, donc dans les documents qui nous ont été transmis, on a pu constater que c'est une ville qui a des pigeonniers. Et en plus, elle organise des campagnes de capture, donc en plaçant des cages sur les toits d'immeubles. Au Sables d'Olonne, un pigeonnier contraceptif existe bien depuis 5 ans, place de la Liberté. Pour stabiliser la population colombophile, les œufs sont stérilisés. Seules 1, voire 2 naissances maximum sont autorisées par pigeon femelle. L'année dernière, on a stérilisé 746 œufs. Donc on a évité la naissance d'à peu près 5 à 600 pigeons. Sur les 3 dernières années, on a évité la naissance de 2600 pigeons. Entretenus et réapprovisionnés régulièrement en eau et nourriture, les pigeonniers sont pour la PAZ une méthode éthique et efficace. Ce sont surtout les 3 cages de capture des Sables d'Olonne qui sont dans le viseur de l'association. Autre point sensible, PAZ dénonce le fait que la municipalité autorise le prestataire à tuer certains pigeons. On peut dire que ce sont des animaux qui sont gazés, puisque c'est vraiment la méthode la plus répandue, hein, donc de capturer les pigeons à travers des cages, ensuite de les transporter dans les locaux du prestataire. Ils sont placés dans un caisson à CO2 dans lequel on injecte du CO2, et ensuite donc c'est une mort qui est lente et douloureuse. Il y a évidemment un état de stress intense. Sollicitée à plusieurs reprises, la ville n'a souhaité répondre qu'au travers d'un communiqué. Cette association porte des accusations fausses et sans fondement. La ville met en œuvre des actions de régulation durable et respectueuse des oiseaux, rien qui n'engendre de la souffrance animale. Si plus d'une centaine de pigeons sont parfois prélevés chaque année au sein du pigeonnier, rien n'indique qu'ils sont tués. Les pigeons prélevés sont alors transportés jusqu'au siège du prestataire, à 300 km dans le département de la Sarthe. Les pigeons sont ramenés chez nous. Ensuite, ils sont mis en volière et en fait, on les réadapte à la vie au pigeonnier. Au moment où on va poser le pigeonnier à un endroit précis, on a besoin que les pigeons qui vont être mis à l'intérieur soient habitués à vivre au pigeonnier, voire qu'ils aient déjà eu des petits même au sein de ce pigeonnier. Bien qu'autorisé par la loi, le prestataire assure que l'euthanasie reste une méthode assez rare. Contacté, d'autres sociétés vendéennes de dépigeonnisation assurent cependant en avoir davantage recours. Certaines choisissent aussi la capture, puis la relâche en milieu forestier. Des méthodes qui divisent et soulèvent de nouveau la question du partage de l'espace urbain avec les volatiles. C'est un anniversaire qui se passe de bougies. Il y a 1 an maintenant, dans la nuit du 23 au 24 février, était lancée l'offensive russe en Ukraine. Un conflit vécu paradoxalement de l'intérieur par tous les Vendéens qui ont ensuite accueilli chez eux des réfugiés, des femmes et des enfants le plus souvent, dont certains ont décidé depuis de repartir dans leur pays d'origine. C'est le cas de Martha à Lviv que Colline Davy a pu joindre la semaine dernière. Hébergée pendant 4 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la professeure d'anglais a décidé de repartir l'été dernier avec ses enfants pour retrouver son mari sur place. Depuis, la famille essaie de vivre une vie normale dans une ville où il y a encore des alertes à la bombe tous les 2 ou 3 jours. J'ai tout le temps les nouvelles de la guerre, j'ai tout le temps les images et tout ça. Si nous allumons la télé, nous voyons les images de la guerre et c'est partout. Et on essaye d'aller avec les enfants. Par exemple, nous avons visité un musée de sciences. Nous avons visité les endroits où on ne parle pas de la guerre pour qu'ils aient enfance normale. Voilà. Et nous y reviendrons plus largement dans un long reportage le 6 mars, date à laquelle était arrivé le tout premier bus de réfugiés en Vendée l'an dernier. Dans le reste de l'actualité, du sport et cette nouvelle tête depuis quelques mois dans l'équipe encadrante du Vendée U. Un nouveau directeur sportif pour les cyclistes vendéens qui évolue en division nationale 1. Steven Laurent arrive de Laval où il occupait le même poste. Il est désormais aux commandes d'une équipe internationale, la préférée de ses grands-parents. Colline Davy. Au milieu de ces couleurs bien connues se glisse une nouvelle tête. Steven Laurent est directeur sportif au Vendée U pour cette saison. Un petit nouveau qui connaît pourtant déjà bien le secteur. Je reviens sur la terre où j'ai commencé le vélo, puisque ma première licence, j'ai pris au club de Saint-Jean-de-Mont. Donc la Vendée, je connais. J'étais baigné par les plages vendéennes et les courses où Vendée U était présent. Donc c'est un peu l'équipe qui a bercé mon enfance. Donc quand il y a eu l'opportunité, j'ai saisi l'occasion de postuler. Et puis c'est un peu comme ça, naturellement, que ça s'est fait. Dans une équipe internationale, pas toujours facile de s'adapter. Il faut faire attention à ça. Be careful on the road. Mais malgré les difficultés, ces méthodes sont appréciées de tous les coureurs. Je pense la communication et l'interprétation avec Steven, ça a été bien. Son anglais un peu, et c'est
C'est bon. Je pense que c'est aussi bien d'apporter ça à l'équipe. Steven, ça fait pas mal d'années qu'il est dans notre équipe, il a quand même beaucoup d'expérience et ça fait du bien d'avoir une autre vision externe. L'année dernière, on était concurrents sur toutes les courses avec ses coureurs à lui à Laval. Et cette année, maintenant, il est au Vendée-U et je pense que c'est bien pour tout le monde, on apprend pas mal de choses. Après un rapide briefing, place à la dernière étape du circuit des plages. Là, la première chose, c'est assister les coureurs en cas de chute, crevaison ou tout événement. Ça peut être aussi les ravitailler s'ils n'arrivent pas à prendre des boissons sur le bord de la route. Donc là, une course comme aujourd'hui où ça roule très très vite, hormis l'assistance, on ne fait pas grand-chose. Pas de victoire d'étape cette fois-ci, mais l'équipe remporte le classement général individuel et par équipe. De quoi valider le nouveau directeur sportif. Peut-être que certains ont un peu d'appréhension avec le départ de Morgane et puis des coureurs cadres qui sont passés chez les pros. Et au final, on voit que la dynamique est toujours là, l'esprit collectif est toujours là, on arrive à mettre des choses en place collectivement. On a la cerise sur le gâteau avec les performances vraiment brutes de résultats aussi, mais surtout dans le comportement et dans les actions collectives, c'est vraiment positif sur le premier mois. Le circuit des plages, c'est fini. Mais pour Steven Laurent, la route est encore longue avec le Vendée-U. Direction l'Île-Dieu à présent, où le CCAS organisait en début de semaine des ateliers prévention routière dédiés aux seniors. Au programme, une remise à niveau du code avec un petit peu de théorie, mais également un test de conduite avec des exercices pratiques aux manettes de la journée. ACSR 85, Action et Communication pour la sécurité routière. C'est une association qui a noté quelques particularités lors de son intervention auprès des insulaires. La spécificité, s'il devait y en avoir une, c'est sans doute la gestion très professionnelle des cyclistes, du dépassement des cyclistes, parce qu'ils y sont confrontés forcément pendant toute la période estivale. Alors ça, question de ça, ils sont en audit de conduite, ils m'ont vraiment toujours surpris et agréablement surpris par cette anticipation qu'ils peuvent avoir. Et puis après, forcément, la vitesse est un petit peu plus basse sur l'île, donc ils sont tout à fait en sécurité lorsqu'ils conduisent sur l'île, quoi. Images et propos recueillis par notre confrère de Neptune FM, à savoir Philippe Turbet. Alors, puisque nous parlons sécurité routière, un autre exemple pour essayer de réduire au maximum le nombre d'accidents sur les routes. Un escape game était proposé mardi à une poignée de jeunes adultes de La Roche-sur-Yon. Un escape game entièrement tourné vers la sécurité routière, donc, au cours duquel les participants avaient 1 heure pour comprendre les raisons et les circonstances d'un accident. L'idée vient d'une association niçoise, G-Addiction, spécialisée dans la sensibilisation ludique aux problèmes de société comme l'environnement ou la sécurité sur les routes. Alix Solanos. C'est la première des 4 pièces de l'escape game, celle du commissariat. L'équipe de jeunes de la mission locale de La Roche-sur-Yon doit y trouver les premiers indices pour débuter l'enquête. Le scénario, c'est un jeune homme qui a eu un accident de la route ce matin et on doit trouver la raison de l'accident. Pour encadrer l'équipe, 3 membres de l'association G-Addiction Jeunesse Citoyenne. Là, de quelle couleur c'est ? Donc c'est-à-dire qu'il est négatif ou positif ? Normal, négatif, je crois. Une association basée à Nice est spécialisée dans la sensibilisation ludique et active. Quand ils arrivent, c'est un escape game, donc ils prennent la chose à la rigolade, mais plus on avance sur l'enquête, plus on parle de situations de tous les jours, donc parce que des accidents de la route mortels, c'est tous les jours. Plus on rigole moins, plus on se concentre, on essaie de comprendre les choses. Et le but final, c'est ça, on s'amuse, mais le but c'est de faire passer un message avant tout. Le temps continue de défiler et après le commissariat, les jeunes se rendent sur le lieu de l'accident. Alcool, stupéfiants, vitesse, médicaments, ils vont devoir déterminer quelle conduite à risque est responsable du drame. Et il prend un comprimé le matin, un comprimé le midi, un comprimé le soir. Et il a pris la route. Et c'est un médicament, qu'est-ce qu'il y a comme pictographe dessus ? Attention, danger, ne pas conduire. Ne pas conduire. Niveau 3. C'est le niveau 3. Pendant 1 heure, en passant par la chambre du jeune homme accidenté jusqu'à la boîte de nuit fréquentée juste avant l'accident, les participants vont reconstituer sa soirée et voir ou revoir les bases d'une conduite sans risque. On apprend mieux en jouant justement et c'est effectivement ce genre de choses passe beaucoup mieux en tout cas. Ça m'a permis de faire une bonne piqûre de rappel, notamment sur les taux d'alcool où j'avais plus trop souvenir là-dessus. Sensibiliser sans culpabiliser de manière ludique et pédagogique porte visiblement ses fruits. Pour rappel, l'alcool et la vitesse sont les 2 principales causes des accidents mortels sur les routes.
Voilà pour l'actualité du jour. On va compléter avec les températures de ce jeudi matin. Des températures plus basses qu'hier, hein. C'est assez notable, avec un début de journée au plus froid du côté de Beauvoir-sur-Mer ce matin, 2 degrés au réveil, pas beaucoup plus sur le reste du territoire, 3 petits degrés, et puis 4 à 5 dans tout le quart sud-est de la Vendée. C'est la fin de ce flash, on va maintenant retrouver nos chroniques du jeudi. Au programme, un retour sur l'appel lancé par les orthophonistes de Vendée, lancé il y a quelques semaines. Une nouvelle tête aussi dans la chronique presse, on va parler podcast, ou encore la découverte d'une fabrique de savon pas très loin du Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et nous commençons donc avec le retour sur cet appel lancé par les orthophonistes il y a quelques semaines. La profession n'arrive plus à faire face à la hausse des demandes de nouveaux patients. Des patients qui, vous allez l'entendre, ne se limitent pas aux enfants. Le nombre de demandes a vraiment augmenté sur les 10-15 dernières années. Le nombre d'orthophonistes en cabinet n'augmente pas, augmente difficilement. Il y a un gros souci démographique, alors particulièrement en Vendée, où très honnêtement, je pense qu'on peut vous annoncer 2 ans d'attente dans certains coins de Vendée. Donc les orthophonistes souffrent, elles sont réellement en souffrance. Nous sommes essentiellement une profession féminine, nous ne sommes pas nombreuses, on ne fait pas de bruit. Quand on manifeste, on est dans une masse, on ne nous voit pas facilement. Donc les orthophonistes sont réellement en souffrance. Elles perdent du pouvoir d'achat, elles sont sans arrêt sous pression. Voilà, je ne décroche plus mon téléphone depuis quelques mois. On est quelque part mal à l'aise par rapport à ce système de fonctionnement. On est des professionnels de la communication et je ne décroche plus mon téléphone pour répondre aux gens. Donc quelque part, ça ne me va pas non plus. On peut être amené à tout âge de sa vie à avoir besoin d'une orthophoniste. Donc on peut travailler avec des tout petits bébés qui soit présentent déjà des handicaps, soit ont des difficultés d'alimentation, des troubles de la succion, donc pour des difficultés liées à l'oralité. Ensuite, on a tout ce qui est langage oral pour l'enfant, langage écrit. Pour les adultes, on peut rencontrer des patients post-AVC qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, des patients dans des contextes de pathologie neurodégénérative, des patients suite de cancer, toute la zone ORL. Donc l'AMO, c'est l'acte médical orthophonique. On a un AMO multiplié par 10 ou 11 en fonction du trouble que l'on prend en charge. Et donc cet AMO n'a pas été revalorisé depuis 2012. Donc l'AMO est à 2,50 €, il est toujours à 2,50 € depuis 10 ans. Clairement, là, cette année, en 2022, l'inflation on parle de 6%, enfin en tout cas plus de 6%. Donc si notre lettre clé avait suivi le cours de l'inflation, on en serait rendu à un AMO 3,32. On essaye de communiquer autour de la valeur de cette lettre clé qui ne bouge pas. Donc les orthophonistes fatiguent, les orthophonistes font plus d'heures pour gagner un petit peu plus, parce qu'on paye le même prix pour tout. Les orthophonistes fatiguent, les orthophonistes pensent qu'elles ne sont pas reconnues à leur juste niveau. Et voilà, on souhaiterait qu'il y ait plus d'orthophonistes, qu'il y ait plus de place dans les écoles pour d'ici 10, 15 ans, 20 ans pouvoir soulager, pour qu'il y ait plus d'orthophonistes sur le terrain. Et c'est un plus info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet. Je vous propose de parler presse maintenant, comme tous les jeudis. Nous allons parler podcast ce matin avec une série que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'écoute traditionnelles. Et si d'ailleurs j'étais d'ici, ce sont 6 épisodes de 15 à 20 minutes au cours desquels nous suivons les aventures de Madi, un migrant de Somalie qui arrive à La Roche-sur-Yon et qui rencontre Sébastien, un retraité lyonnais. Une histoire écrite par Thierry Barbeau, metteur en ondes en l'occurrence. Dans ce podcast, on est à la frontière entre la fiction documentaire et la fiction radiophonique, puisqu'on est entre 2 mondes. On est entre la France et l'Afrique, et on est entre La Roche-sur-Yon et Djibouti. C'est finalement l'histoire d'un réfugié
somalien qui vient à La Roche-sur-Yon. Et le point de départ, c'est justement l'association Adhéré, Vista, qui accueille des réfugiés à La Roche-sur-Yon. Et c'était mettre en avant, mettre en relief leur travail à La Roche-sur-Yon. Alors, il y a 2 personnages principaux, justement, pour travailler sur l'ailleurs et le ici. Il y a un personnage principal qui vit à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Sébastien Chaumont. Et puis, il y a un personnage somalien qui vient à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Mahdi Fala. Et ces 2 personnages vont évidemment se rencontrer. C'est justement le lien entre l'ici et l'ailleurs. Et ces 2 personnages se rencontrent. Et l'idée, c'est justement de puiser dans la réalité. Ça veut dire que j'ai rencontré un Somalien qui s'appelle Ismaël, et qui m'a parlé de son voyage entre la Somalie et La Roche-sur-Yon. Dans un premier temps, je l'ai écouté, et puis à partir de ce qu'il m'a dit, j'ai recréé une histoire, une fiction radiophonique à partir de ses propres informations. Finalement, écrire un podcast, c'est pas écrire pour l'œil. Quand on écrit pour le cinéma ou le théâtre, ce que je fais, on écrit pour l'œil, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on écrit pour l'oreille. C'est-à-dire qu'on écrit du son. C'est-à-dire que chaque séquence est pensée en fonction du son. Vous, sur TV Vendée, vous pensez image, vous pensez cadrage. Quand moi, j'écris un podcast sur 6 épisodes avec l'arche narrative, et chaque séquence, je me dois de me dire qu'est-ce qu'on entendra, qu'est-ce qu'il y aura comme son. Et du point de vue artistique, ou du point de vue de l'écriture, c'est ça qui m'intéresse. Écrire pour l'oreille, et pas simplement écrire pour l'œil. Je suis pas sûr que ça m'ait changé. En tout cas, c'est un podcast qui n'est pas simplement un podcast artistique ou esthétique, mais aussi qui a une forme d'engagement, qui dit quelque chose en tout cas, qui envoie ce message de qu'est-ce qu'un étranger finalement. Finalement, moi aussi, je suis étranger. Il suffit de quitter la France et je deviens un étranger. Alors qu'on a dans nos esprits l'idée qu'un étranger, c'est quelqu'un qui vit en France, point barre. Et c'est plus complexe que ça, évidemment. Et c'est intéressant d'ouvrir en tout cas son esprit sur ce qu'est l'ailleurs, ce qu'est l'ici, ce que je suis moi, ce que sont les autres, et de pouvoir faire dialoguer justement soi et les autres, et l'ici et l'ailleurs. C'est ça finalement l'enjeu du podcast. Et si d'ailleurs j'étais d'ici, c'est donc à retrouver sur les plateformes d'écoute ainsi que sur pod.urban-radio.com puisque c'est un projet en partenariat avec la radio lyonnaise Graffiti. On passe au programme télé maintenant. Avec un extrait qui sent bon le savon en ce jeudi matin. Polka est une savonnerie de La Roche-sur-Yon, une création d'Estelle Ducrot que Catel Lejeune est allée rencontrer pour le Mageco. Explique-nous pourquoi la saponification à froid. On a compris qu'effectivement pour ton petit garçon ça avait bien marché, mais donc quels sont ses bienfaits? Ça conserve la glycérine. La glycérine c'est un super agent hydratant. On conserve tous les bienfaits de chaque ingrédient parce qu'on ne surchauffe pas le produit. À la matière première des savonneries industrielles qui elles finalement chauffent et enlèvent la glycérine. Ouais, et enlever tous les bienfaits aussi de chaque ingrédient. Donc, on précise que tu travailles avec des matières bio, je crois. Je travaille qu'avec des matières biologiques. J'ai pas de label pour le moment. D'accord. Parce que ça se paye et voilà, mais c'est à venir. Mais je travaille qu'avec des matières biologiques. Super, bon tu vas nous montrer comment tu travailles? Oui, ça marche. Allez, je te suis, c'est parti. Donc ça y est, on est dans ton atelier, Estelle. Bienvenue. Donc un espace que vous avez créé, je crois, avec ton compagnon entièrement, parce qu'avant c'était pas du tout un atelier. C'était notre garage. D'accord. C'était notre garage et du coup il a fallu le mettre aux normes parce que la savonnerie c'est très 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 réglementé. Bien donc voilà, il y avait des choses à prendre en compte. Au niveau hygiène, évidemment. Complètement. Alors explique-nous justement. Donc on parlait du fait que tu travailles avec des matières premières bio. Oui. Essentiellement. Donc ça, tu vas les chercher où? Alors j'ai un fournisseur qui est basé dans la Mayenne, qui s'appelle Actibio et qui me fournit des huiles complètement bio. Et je travaille avec des fournisseurs locaux pour l'huile de tournesol, l'avoine. D'accord. Voilà, après c'est vrai que tout ce qui est karité, coco, on ne va pas avoir dans le coin. Donc oui, c'est ça. Voilà, je me fournis tout ce qui est équitable, bio chez Actibio. Et c'est un Mageco que vous pouvez retrouver au fil de la journée sur l'antenne ou sur nos différentes plateformes à la demande, le site internet de TV Vendée évidemment, mais également notre chaîne YouTube. Si vous êtes d'accord, on passe au jeu maintenant. En
Enfin, si vous êtes d'accord, on passe au jeu, en tout cas, avec une question pour laquelle il vous reste 24 heures pour trouver la réponse. Quel est le nom de ce modèle de bateau qui est actuellement en travaux à l'Herbaudière, bateau que nous allons voir normalement sur les images, voilà, qui arrivent, extraites des journaux de la semaine dernière. Ce bateau a participé au tournage du film Le jour le plus long et à la clé des places pour aller assister à un des matchs de la saison régulière du VCB. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant demain pour la dernière de la semaine, dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, passez tous un très bon jeudi. Sortez vous aérer aussi un petit peu et à demain.